messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Avec ce beau temps, tout ça. J'ai vu que c'est climatisé hein, ici, hein. Comme ça vous êtes un peu plus au frais qu'à l'extérieur. Bonsoir les filles. Mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous voir chez vous. Le thème du débat de ce soir eh bien, est un thème très important. On l'a choisi parce qu'un collaborateur avait une intoxication alimentaire et qu'on s'est dit que c'était quelque chose dont on devait parler. Ce sont les végétariens. C'est-à-dire qui sont-ils, où vont-ils, que mangent-ils véritablement? Les végétariens, a priori, sont ceux qui ne mangent presque rien. Nous allons aussi parler des végétaliens qui, eux, ne mangent rien du tout. Donc nous verrons ça tout à l'heure. Et nous avons demandé à des passants, donc à vous peut-être, qui sait, ce qu'ils pensaient des riens et des liens. Regardez. C'est excellent, monsieur. C'est excellent, c'est très sain, beaucoup plus sain que de manger de la viande. Pour l'équilibre nutritionnel, vaut mieux manger de tout et de la viande aussi par la même occasion. Ça fait maigrir, c'est bien de manger que des légumes. Qu'est-ce que vous pensez des végétariens, monsieur? Je sais pas, je les connais pas. Végétarien... Je sais pas, mais je le sens pas vraiment, quoi. J'aime la viande, je travaille dans la viande et j'aime la viande, alors je mange de la viande pratiquement. On devrait tous être végétariens parce que manger de la viande, c'est vraiment lourd. Pourquoi vous n'êtes pas végétarienne, vous? Je suis végétarienne. Donc vous le voyez, c'est en même temps très gai. Et nous allons aborder ce débat tout à l'heure, qui est un débat important. Et vous allez voir que manger de la viande peut ne pas être bon, mais peut-être que ne pas en manger peut ne pas être bon non plus, donc nous verrons cela en détail. En attendant, je voudrais vous demander d'accueillir quelqu'un qui est né un 15 février à Charenton, qui en 66 a monté sa première pièce de théâtre qui s'appelait Les Justes, c'était une pièce d'Albert Camus, qui a écrit une quinzaine de pièces au théâtre, qui est un acteur français, formidable, qui au cinéma a joué sous les directions de Rouffio, Vigne, Dugolfson, Granier de Fer, Boisset, Zidi, Bouchité, Laurent Henneman, Mordilla, je crois qu'il en garde un bon souvenir. Il s'appelle Jean-Pierre Bisson, mesdames, messieurs, et je vous demande un accueil, vous voyez, ultra chaleureux. Jean-Pierre Bisson. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? Jean-Pierre Bisson. Ravi de vous recevoir. C'est la première fois. Oui. Non, mais... Dans le micro. Je me demandais s'ils me connaissaient tous, mais je suis ravi. Oui. si, vous le connaissez tous. Ah, très bien, merci. Oui. C'est une fille qui a parlé. Non, moi je suis très content de vous recevoir. C'est la première fois que vous venez ici. Absolument. Quand je dis que vous êtes un excellent acteur, c'est quelque chose que je pense tout à fait sincèrement. Je vous dis pas ça, non. Sans ça que je serais pas là. Non, c'est pas ça. Ça a déjà existé. Non, mais enfin bon, on est très, très content de vous voir. Et vous avez une actualité qui est une actualité cinématographique, qui est en même temps l'actualité d'un film qui va sortir le 3 juin. Et puis on parlera après, d'ici quelques minutes, de celui que vous allez faire plus tard, pour lequel vous avez obtenu l'argent de la commission d'avance sur recette. D'abord, on parle de La Nuit de l'Océan, si vous voulez bien. Oui, La Nuit de l'Océan d'Antoine Percé, qui est un film qui a mis du temps à sortir. Un film français qui a mis du temps à sortir, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Quand on a du mal à trouver un distributeur, tout simplement, il a mis du temps à le monter, des difficultés, enfin c'est un... Parce que quand un garçon ou une fille réalise un film, trouve de l'argent pour le faire, un producteur, etc., ça ne veut pas dire que c'est dans la poche. Ça veut dire qu'après, il faut encore trouver des circuits qui veulent bien s'occuper du film. Plus maintenant. D'abord, pour le monter, il faut trouver un producteur, lequel producteur doit trouver des chaînes, puisque c'est comme ça maintenant. Et puis une fois qu'il le tourne... Des chaînes de télévision, pour qu'elles mettent des sous. Mais oui, c'est comme ça maintenant. Sans ça, ça se fait pas. Et puis après, il faut trouver un distributeur. Avant, il y avait des distributeurs qui avançaient de l'argent. Maintenant, ça n'existe plus. Alors... Vous avez l'air d'être peiné quand vous dites oui, c'est comme ça à la télé. Oui, parce que on peut plus faire le cinéma... Enfin, Godard n'existerait pas maintenant. Ah d'accord. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, très bien. Parce qu'il a ruiné un producteur sans doute, mais il a eu un producteur, un homme en face de lui. C'est plus difficile de ruiner une télé. Elle se laisse moins faire, c'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'ils ont des choix, des désirs à eux, quoi, qui n'a peut-être pas toujours grand-chose à voir avec le cinéma. Enfin là, pour le coup, ça fonctionne. Là, pour le coup, ça fonctionne. Alors, on reparle de La Nuit de l'Océan qui va sortir... Ça veut dire que vous l'avez tourné quand, alors, s'il a mis du temps? En 87. Ah oui, vous avez raison. Avec Jeanne Moreau. Ah, en 87, 5 ans. Vous vous rendez compte avec Jeanne Moreau, quand même, quand on parle de casting comme ça, on ne peut pas avoir mieux, puisque c'est la plus grande actrice française. Alors, il a eu du mal à le sortir, et c'est un film magnifique, c'est une sorte de... Et vous avez changé, vous, en 5 ans?
Physiquement, je veux dire. Non, parce que tout à l'heure, vous demandiez si les gens vous reconnaissaient. C'est que là, ils vont aller voir le film, les 3 gens, ils vont dire, mais c'est pas le mec qui était chez De Chavannes. Bon, alors, comme vous allez aller voir le film, j'ai changé, vous le verrez, puisque j'ai arrêté de boire. Mais pour le rôle, c'était très important. Je suis pas comme De Niro, mais je comprends très bien la démarche de De Niro. Je jouais un second de marin-pêcheur, un second dans un bateau. Et j'ai vécu beaucoup là-bas, surtout avec les marins-pêcheurs. Ah, ça veut dire que vous faites partie de cette école où, pour jouer un personnage, il faut s'imprégner du personnage, de son univers. Je ne m'imprègne pas, je fais le nécessaire et la moindre des choses. Oui, ça veut dire que vous êtes allé sur un bateau et tout ça? Oui, bien sûr. Avant le film? Oui, avant le film, pour connaître... c'était avec un vrai équipage qu'on tournait, c'était à Guilvinec. D'ailleurs, je salue les gens de là-bas parce que c'était des gens formidables. Comment s'appelait le bateau? Le bateau, je ne sais plus. Bon, bon 87. Oui, non, ça s'excuse, ça s'excuse. Mais je me souviens très bien des marins, tout ça, et je vivais avec eux, c'était vraiment extraordinaire. Là, c'est la fête avec les marins, oui, là, ça s'appelait faire des rafales, les rafales comme ça. Puis c'est un peuple, la Bretagne, moi j'aime bien les peuples. Que ce soit la Corse, Biarritz, tout ça, ils n'ont pas besoin de leur indépendance, ils l'ont. Alors, ça, faut leur dire à eux. Oui, mais c'est ce que je leur dis. Oui, ils entendent. Alors, l'histoire. C'est compliqué à raconter une histoire. Enfin, c'est comme un mélodrame flamboyant. Je sais pas, c'est un rêve, mais en même temps, c'est tellement... Bon, c'est l'histoire d'Hélène. C'est l'histoire d'un... Jeanne Moreau, elle a perdu son fils en mer. Son fils a été perdu en mer et il paraît. On me soupçonne, moi, de l'avoir poussé. C'est-à-dire qu'en fait, vous... Par jalousie, parce qu'il aimait une femme portugaise qui est jouée par Laura Del Sol. C'est celle qui jouait Carmen magnifiquement dans le film de Carlos Saura. Et il y a toujours ce soupçon qui pèse sur moi, enfin, etc. Et puis il y a cette espèce d'enterrement sans corps qui a lieu, et vient le meilleur ami qui est joué par Pierre Lourageau. C'est ce rapport... Qui lui aussi a dû changer en 5 ans. Non, pas tellement, il buvait pas tellement lui. Mais il y a ce rapport entre Jeanne Moreau et Pierre Lourageau qui, elle, ne peut pas se défaire de lui puisque c'est le dernier miroir qui lui reste de son fils. Et autour, il y a cette mer et la mer. Vous aimez ça, la mer? J'aime les marins-pêcheurs, j'aime les bateaux de marins-pêcheurs, et puis c'est tout. D'accord, c'est très bien. Ça s'appelle La Nuit de l'Océan, mesdames, messieurs. Ça sort le 3 juin, avec entre autres donc Jean-Pierre Bisson qui est avec nous. Vous restez jusqu'au bout. On a parlé un peu du liquide, parlons du solide. Vous êtes viandeur, vous mangez beaucoup de viande. Viandeur, ça se dit pas. Hein, mais... Je sais pas, quand je mange de la viande, je mange un steak tartare. Cru donc? Ouais. Ah oui, pas bleu. Oui. Oui. Ben, vous allez peut-être vous faire un petit peu rentrer dans le chou tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui vraiment trouvent que la viande, c'est bien. Oui, oui. Bravo. Bon, à tout de suite. Un petit tour pendant la pub, on se retrouve d'ici quelques secondes avec Jean-Pierre Bisson. C'est avec un permis à points que les automobilistes prendront... Bien, nous voilà donc de retour sur ce plateau. Et nous allons pouvoir savoir... Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous allons donc pouvoir savoir qui sont les végétariens, que doivent-ils faire, que ne doivent-ils pas faire, les végétaliens, etc. Pour parler de tout ça, Jean-Pierre Bisson, à votre droite, Alain Perret. Bonsoir monsieur, vous êtes végétarien et vous représentez ce soir l'association Léonard de Vinci qui regroupe les végétariens et les végétaliens militants dans le sud-est de la France, c'est bien cela? C'est ça, oui, oui, tout à fait. Et je représente également le club des exclus sauvages dont je suis l'animateur et le fondateur. Les exclus sauvages, s'il vous plaît. Oui, c'est pas une association, c'est une anti-association puisque c'est un club que j'ai créé qui ne se représente pas bien les associations traditionnelles. On préfère être, nous, sans argent, mais avec beaucoup d'idées et d'actions. Les exclus sauvages, donc. Exclus sauvages. Très bien, on va avoir l'occasion d'en parler d'ici quelques secondes. À votre droite, il y a Jean Ituriag. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ituriag, vous êtes médecin généraliste et vous êtes président du collectif macrobiotique parisien. C'est ça. À votre droite, il y a Gabriel Ferret. Bonsoir, monsieur. Vous êtes, vous, éleveur de bœuf charolais. Oui. Tout à fait. Et vous êtes donc agriculteur en Vendée.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. À ma gauche sur le canapé, il y a David Olivier. Bonsoir monsieur. Vous êtes végétalien avec un L. Oui, oui. Vous appartenez au collectif lyonnais pour la libération animale. Oui. Vous êtes directeur des cahiers antispécistes lyonnais. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont que ces cahiers antispécistes? Disons, je préférais commencer par la libération animale. Oui. Donc c'est le collectif lyonnais pour la libération animale. Les Français, ils comprennent rien. Libération animale, ils savent pas ce que ça veut dire. Ils imaginent n'importe quoi ou que c'est une blague. La libération animale, c'est un mouvement mondial qui existe. Ça a commencé aux États-Unis, en Grande-Bretagne. La libération animale, c'est surtout ne pas en manger. Ça revient surtout à ne pas en manger, effectivement, mais disons que c'est un peu une conséquence. C'est-à-dire que bon, beaucoup de végétariens sont végétariens et ensuite ils parlent de pourquoi ils sont végétariens pour beaucoup de raisons qui sont valables en elles-mêmes, le tiers-monde, etc. Mais nous, on lutte contre l'oppression des animaux. Donc là, vous parlez idéologiquement parlant, hein? Oui, enfin, idéologiquement, c'est une lutte comme la lutte antiraciste. Nous, on se dit antispéciste. C'est-à-dire qu'on considère que le fait de faire partie d'une espèce qui est l'espèce humaine, qui est l'espèce effectivement la plus intelligente dans un sens au moins de toutes les espèces animales, mais qui est une espèce animale avec beaucoup de caractéristiques qu'ont les espèces animales en général, en particulier avec la caractéristique de pouvoir souffrir, d'avoir une vie qui est la vie de l'animal en question, qui est une vie qui importe à l'animal en question, et nous on considère que cette vie qui importe à l'animal en question, elle est exactement comme la mienne, comme celle de n'importe qui. C'est que vous êtes végétarien non pas parce que vous estimez que physiologiquement c'est pas bon de manger de la viande ou ceci, c'est simplement pour éviter qu'on tue des animaux. Et pour éviter qu'on tue les animaux et qu'on les fasse souffrir, exactement comme si s'il y avait quelqu'un qui disait on va élever des petits-enfants et les tuer, je suis contre. Mais les plantes végétales sont vivantes aussi, non? Les plantes sont vivantes, mais la question c'est de... On va pas faire le débat maintenant, si vous voulez bien. Je finis de faire mon petit tour et puis on va... D'accord. J'ai eu tort de vous relancer, pardonnez-moi. À votre droite, il y a André Daguin, vous êtes, on vous connaît, vous êtes restaurateur à l'Hôtel de France à Auch et vous présidez le centre de recherche agroalimentaire. Oui, à Auch aussi. Je suis surtout cuisinier, je fais cuire les deux, les viandes et les légumes, pour faire plaisir aux autres êtres humains. Alors on verra tout à l'heure si ça peut se combiner avec toutes ces idées. Attention à votre voisin, hein, quand même. À votre droite, il m'a pas encore mordu. Non. À votre droite, il y a Jacqueline André. Bonsoir madame, vous êtes belge, bonsoir. Vous êtes végétarienne et vous êtes médecin généraliste à Bruxelles et votre spécialité c'est la nutrition. Vous êtes médecin nutritionniste. Et je m'occupe essentiellement de végétarisme. Et vous avez même écrit des livres à ce propos. Auteur de ouvrages. S'il vous plaît, pendant que je présente encore nos amis. Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle L'équilibre nutritionnel du végétarien. Édité par Malouane, c'est bien ça? C'est bien ça. Et puis un autre qui s'appelle Végétarisme et santé, signé donc Jacqueline André. Donc vous allez avoir l'occasion de nous donner votre avis tout à l'heure. Et à votre droite, donc à ma gauche, Monique Astier-Dumas. Bonsoir madame, vous êtes médecin nutritionniste depuis 30 ans au centre de recherche sur la nutrition à la faculté de médecine de Paris. Et vous défendez l'omnivorisme. Absolument. En deux mots, petite définition de l'omnivorisme pour les gens qui nous regardent? C'est manger de tout, normalement, en équilibre, en variant... et avec plaisir. Très bien. Y compris les enfants humains? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah non, 2 secondes, 2 secondes. Quand on dit de Attendez, tout, jeune homme, c'est de tout. j'ai pas fini de présenter tout le monde. Sur la tribune en haut, nous avons 3 personnes, un végétalien, un crudivore et un membre de l'Académie des viandes. Je vous présente Jean-François Leménissier, qui lève le doigt pour qu'on le repère bien. Vous êtes végétalien. Oui, c'est ça. Et vous êtes président de l'association des végétaliens d'éthique végan. C'est bien cela, vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est. À votre gauche, il y a Denis Perrat. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes crudivore à prédominance frugivore. Absolument. C'est-à-dire vous, c'est uniquement légumes et fruits. Non, pas du tout. Je suis crudivore, mais tout en ayant une forte prédominance frugivore, je me considère comme omnivore puisque je mange aussi de temps en temps un peu de viande, un peu de poisson, des crustacés, etc. Mais disons que ça occupe une partie infime de mon alimentation. Ah oui, mais enfin quand même, il y a des rapages. Pardon? Non, je dis il y a des rapages. Pour un crudivore à prédominance frugivore, de vous entendre dire que vous mangez de la viande, je trouve qu'il y a des rapages. Non, j'avais bien précisé que je mangeais aussi de temps en temps des produits carnés et des produits marins. Très bien. Et vous êtes instinctothérapeute en même temps? Absolument pas, non. Je défends... Ah, ça en revanche, je l'ai sur ma fiche. Hein. S'il vous plaît. Je ne suis pas thérapeute puisque je n'ai aucune prétention à exercer d'activité médicale.
Je connais tout à fait les thèses de l'instinctothérapie que je trouve séduisantes, parmi d'ailleurs les plus intéressantes des thèses qui circulent au niveau mondial sur le crudivorisme. D'accord, et l'instinctothérapie, c'est surtout sentir avant de manger, hein? C'est sentir avant de manger, c'est se servir de son nez, de son organe sensoriel d'une façon générale pour sélectionner son alimentation. Mais je peux dire que je ne pratique pas systématiquement cette façon de sélectionner mon alimentation. Très bien. Et à votre gauche, il y a Marcel Griset. Bonsoir madame, vous êtes membre de l'Académie des viandes et secrétaire fédéral du Club pour la qualité de la viande. Secrétaire général. Oh, excusez-moi madame, alors là, je croyais que... Pardonnez-moi, secrétaire général. Donc vous allez nous donner votre avis d'ici quelques secondes. Jeune homme, je voudrais revenir à vous, Jean-François Leménissier. Est-il vrai que vous avez refusé de vous faire maquiller avant de cette émission? Oui, c'est ça, oui, parce que je boycotte tous les produits testés sur les animaux. Et il faut savoir que dans l'industrie cosmétique, il y a énormément d'entreprises qui continuent à pratiquer des tests sur des souris ou des rats. Donc c'est symbolique, mais chaque fois, je boycotte les produits testés. Bon, au moins, vous allez jusqu'au bout de votre militantisme, c'est tout à votre honneur. Alors, la première question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce qu'un végétarien et quelle est la différence véritable entre un végétarien et un végétalien? Puis-je vous la poser à vous, monsieur l'exclu sauvage? Écoutez, c'est simple. Moi, je suis un exclu sauvage et j'en suis fier. Mais vous avez une jolie pochette. Il y a parmi les associations de défense animale des gens qui préfèrent défendre les animaux, y compris dans leur assiette. Et ça, c'est quelque chose de contraire à notre bon sens. Voilà. Alors, pour revenir à votre question, le végétarien, c'est un monsieur qui ne mange pas de viande, mais accepte de manger les sous-produits de l'animal. C'est-à-dire qu'il accepte de manger les yaourts, les fromages, les laits, tout ce qui est dérivé de l'animal. Par contre, le végétalien, lui, renonce à tous ces sous-produits animaliers. D'accord. Jacqueline André, votre définition? Oui, je crois que la définition est assez correcte. Je crois que je l'élargirai un peu. Je dirais que le végétarien est celui qui renonce à toute chair animale. Parce que comme vous l'avez présenté, c'est comme si on s'abstenait uniquement de viande. Le vrai végétarien s'abstient également de poissons, de volailles, de crustacés, de mollusques et même d'insectes. On parlait tout à l'heure de là, il n'y a plus de différence avec le végétalien alors? Si, le végétalien est celui qui mange exclusivement des végétaux et qui ne va accepter aucun sous-produit animal, tandis que le végétarien acceptera les sous-produits animaux. Il n'accepte pas la chair animale, mais il accepte le lait, les œufs et le fromage. Oui, enfin, qui mange, c'est pas exclusivement des végétaux, c'est des végétaux et des minéraux. Quels minéraux? Éventuellement. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai vu sur des packs de lait de soja, par exemple, marqué 100% végétal. Bon, ben, du lait de soja 100% végétal avec 90% d'eau, c'est pas 100% végétal. Enfin bon, c'est un détail. Je crois que ce sont des détails, il ne faut pas rentrer dans ces considérations. Oui, mais enfin, ça a son importance. Non, mais c'est... Non, je crois qu'il faut s'en tenir à la définition du mot végétarien. Le végétarien est celui qui ne mange pas de chair animale. Alors, est-ce que, moi, je vous demande à toutes les deux votre avis, un avis médical. Est-il absolument très très mauvais pour l'organisme humain de consommer autre chose que des légumes ou des fruits, c'est-à-dire les poissons, la volaille et évidemment en particulier la viande? L'une ou l'autre, madame, allez-y. Disons que ce qui est nuisible, c'est l'excès. Il est clair qu'il n'est pas... Absolument, et dans ce domaine-là, plus que dans tout autre domaine, puisque l'excès de consommation de viande nous amène à consommer énormément de graisses cachées qui déséquilibrent notre ration alimentaire et est indirectement responsable de maladies cardiovasculaires et de cancers liés à l'alimentation, comme notamment le cancer du gros intestin, du sein, de la prostate et du corps de l'utérus, qui sont nettement plus fréquents chez les grands mangeurs de viande. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas manger de la viande tous les jours, par exemple? Ça veut dire qu'il serait sage, en tout cas, de ne pas manger plus de 80 grammes de viande par jour ou 125 grammes de poisson. Ou alors 200 grammes une fois. Voilà, et pendant plusieurs jours s'en abstenir. Je crois que c'est certainement de bonne politique. C'est tant mieux pour la santé, c'est tant mieux également pour l'environnement, en ce sens que ça va permettre de ne pas devoir déverser trop de pesticides dans l'environnement pour faire pousser des végétaux qui serviront à nourrir du bétail. Ça permettra également de faire des économies de ressources en eau en ne devant pas abreuver le fourrage qui servira au bétail. Et on évitera également toutes les déjections animales qui finissent par se retrouver dans notre eau de boisson sous forme de nitrate. Je crois que ça, c'est le problème environnement. Par exemple, la bouse de vache, c'est
ça rend Ça dans peut être absolument, ça peut devenir cancérigène. Je ne sais pas quelle est la situation en France, mais en Belgique, on ne sait plus où aller avec les excédents de lisier, avec tous ces élevages industriels de porc. Je vous assure qu'en Flandre, ça sent très mauvais. Ah non, mais je parlais de la bouche de vache, moi. Voilà, la bouche de vache, bon, c'est exactement la même chose dans les élevages industriels. On finit par être saturé de tout ce qui apporte des nitrates dans l'environnement et qui finit par nous perturber. Alors Jean-Pierre Bisson tout à l'heure nous a dit qu'il mangeait de la viande, et lui, s'il mangeait de la viande, vous mangez tartare. Vous, carrément, c'est viande crue. Vous, donc, c'est... Oui, c'est pour éviter les graisses. Attendez, monsieur, attendez, je vous donne la parole, je vous promets. Madame, je vous en prie. Je voudrais juste dire deux choses, reprendre deux choses dans ce qu'a dit le docteur André. D'abord... Ah, je croyais que vous vouliez rebondir sur ce que vous venez de dire, Jean-Pierre Bisson. Non, la viande crue, pourquoi pas. Deux choses, c'est que d'abord, on parle de graisse cachée dans la viande. Il y a beaucoup moins de graisse cachée dans la viande, et notamment de graisse saturée, que dans beaucoup d'autres productions qu'on consomme très allègrement, comme les viennoiseries, les pâtisseries, les biscuiteries, etc., etc. Donc cet argument ne me paraît pas être un argument fondamental pour la viande. On peut manger de la viande maigre sans aucun problème, et c'est très facile de se la procurer. Et enfin, les nitrates. On déverse beaucoup de nitrates pour cultiver des végétaux, et il y a beaucoup de nitrates dans les végétaux. Alors on se retrouve avec deux arguments qui ne me paraissent pas complètement convaincants. Je voudrais peut-être rajouter quelque chose qui est important. Vous avez entendu ? Oui, oui, non mais je voulais simplement... Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit le docteur à côté de moi? Non, oui. N'écoutiez pas. Je vous ai attrapé, vous n'écoutiez pas. Ah bah oui. Le médecin à côté de moi a dit qu'il y avait beaucoup de nitrates dans les végétaux. Bah, ça dépend des végétaux, oui. Il peut y avoir beaucoup de nitrates dans les végétaux. Non, mais je veux dire, le nitrate n'est pas forcément bon pour la santé. Non, c'est plutôt mauvais, oui. Voilà. D'accord, c'est tout. Oui, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a des raisons à cela et que finalement on est amené à cultiver énormément d'aliments du bétail. Il ne faut pas oublier qu'il faut chaque fois investir 7 calories végétales pour produire une calorie animale, que ça représente un énorme gaspillage, que ce gaspillage d'énergie va de pair avec le gaspillage d'engrais artificiels qu'on est obligé d'utiliser en agriculture industrielle. Donc tout ça, c'est de la faute de la viande. Alors c'est la faute. Non, il faut bien comprendre. Chaque fois que vous faites une calorie animale, vous devez investir 7 calories végétales. Dans un monde à 5 milliards c'est déjà pas très malin lorsqu'on est en train de gaspiller les quelques calories que nous avons actuellement dans le monde entier, que nous devrions redistribuer entre les êtres humains sur toute la planète. On gaspille. En ce qui concerne l'investissement... C'est-à-dire que monsieur qui élève du charolais gaspille. Il est un gaspilleur, absolument. Je voudrais m'exprimer. Il gaspille parce que nous... Je vous donne la parole. D'abord, je voudrais dire que j'ai apprécié la position du docteur en disant qu'il y avait des problèmes d'équilibre et éviter les excès. Je partage. Je dois dire que je suis exploitant et je dois dire que je pense que je suis un bon éleveur. Chez moi, je ne mets pas beaucoup de nitrates, je cultive des légumineuses qui prennent l'azote de l'air, et tous ces problèmes de nitrates, ce sont des gens qui ne fréquentent pas beaucoup la campagne. Il faudrait qu'ils y descendent, et je vous invite un jour dans mon exploitation à venir voir. Parce que nous produisons des aliments grossiers, et le bovin, c'est tout ce qu'il y a de plus élaboré, parce que lui, il consomme des végétaux et qui transforme. Parce que lorsqu'on mange que des végétaux, on mange le produit du sol. Alors que lorsqu'on consomme le bovin, il a consommé les produits du sol. Alors il faut y faire très attention au niveau de l'équilibre. Pardonnez-moi, je ne vois pas où vous voulez en venir. Oui, si, moi c'est très précis. C'est que c'est très précis quand une personne consomme les végétaux du sol. C'est une matière première. Le bovin que nous fabriquons, que nous élevons, avec beaucoup d'amour d'ailleurs, consomme l'herbe. Et quand beaucoup d'amour. Oui, l'herbe, et dans l'herbe, il y a des légumineuses qui prennent l'azote de l'air. Et vous aimez vos enfants aussi? Oui, énormément, monsieur, énormément. Avec le même amour? Oui, avec beaucoup d'amour là-dessus. Le même? Oui, et je peux dire qu'au niveau des bovins, vous pouvez venir voir, mais ils sont traités chez moi, ils sont très bien traités, très bien nourris, très équilibrés. Et l'image de marque... Jusqu'à quel âge? Les bovins, le temps qu'on les élève. Et je dois vous dire que le problème que l'on pose... Et quand vous aurez fini d'élever vos enfants... Non, mais moi je vous ai laissé parler. Oui, il les mangera, oui. Moi je vous ai laissé parler. Tout notre problème d'alimentation, il y a un problème d'équilibre. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que je respecte ce que tous les gens veulent et consommer comme ils l'entendent. Et le problème que l'on donne à l'ensemble des gens,
il faut qu'il soit scientifique au niveau de la santé et de l'équilibre, parce que chez moi, on a toujours dit qu'un garçon qui mangeait de la viande, il était fort, qu'une jeune fille qui mangeait de la viande, elle était belle, et ça, c'est très important. Faux, faux. Monsieur Perret. Écoutez, c'est quand même lamentable. C'est quand même lamentable. N'oubliez pas que ce monsieur, que je respecte infiniment, il est quand même le représentant d'une catégorie de gens qui ont assassiné, il faut dire le terme, dans des camions. Ils ont incendié ces camions et ils ont mis le feu à des animaux qui sont morts. Il ne faut pas oublier que c'est grave. C'est pour cette raison que, puisque l'occasion m'est donnée, je vous demande à tous... Monsieur a mis le feu à des animaux? Je vous demande à tous 5 secondes. 5 secondes, c'est pas beaucoup 5 secondes, c'est très important. Pour tous les animaux tués, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 8000 animaux par minute tués dans les abattoirs, je vous demande 5 secondes de silence. Ben, moi je voulais vous poser une question, alors je suis un peu embêté avec ces 5 secondes. Je voulais vous demander depuis combien de temps vous étiez... 5 secondes sont terminées, merci. Après. Merci, c'était simplement un hommage pour les animaux. Non mais c'est très bien, il faut. Depuis combien de temps êtes-vous dégoûté par la viande? Depuis toujours? Alors pour mon cas personnel, je vous signale que j'ai eu la chance de rencontrer le végétarisme en pratiquant le sport. Bon, j'étais pas venu pour parler de moi, je m'excuse, mais enfin, parlons-en. Peut-être que ça va faire des futurs végétariens, végétaliens, c'est tout ce que je souhaite. Et ou des végétariennes? Bien entendu. Des végétaliennes? Bien entendu, des végétaliennes et des végétariennes. Seulement, le sport, ça a permis à des gens de mesurer leur exacte possibilité de se nourrir. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi avec du vélo à savoir que, par exemple, pour faire Bordeaux-Paris en moins de 25 heures, 637 km sans arrêt, eh bien, il suffisait d'avoir une très bonne nourriture, bien équilibrée. Vous n'aviez pas des pneus en boyau, j'espère? C'est pas mal. Hein? Si? On appelle boyau beaucoup de choses. On appelle boyau beaucoup de choses, mais c'est vrai que dans le temps, il pouvait y avoir des boyaux de chat pour remplacer les chambres à air, c'est possible. Et à chaque fois que vous montiez sur votre vélo, j'espère que vous aviez les 5 secondes dommage. Hein? Comment? Non, je dis à chaque fois que vous montez sur votre vélo, j'espère que vous aviez les 5 secondes dommage aux animaux. Disons que chaque acte que l'on doit faire doit être réfléchi. Monsieur? Oui, pourquoi est-ce qu'on demande aux gens qui essayent de changer les choses d'être parfaitement purs? En fait, c'est une tentative d'essayer de les ridiculiser. Je veux dire, c'est à peu près comme demander aux gens qui étaient contre l'esclavage. Monsieur, quand vous parlez à ce monsieur qui élève des bovins, si vous lui demandez ce qu'il va faire de ses enfants plus tard, si vous n'essayez pas de le ridiculiser, qu'est-ce que vous faites alors? Non, mais c'est pour... Ouais, non, mais cela dit, c'est lui qui a utilisé le terme amour. Il aurait pu parler de sa profession, mais il n'avait pas utilisé... Je pense qu'il élève ses animaux avec peut-être pas amour, mais enfin, si, s'il le dit d'ailleurs. Mais beaucoup de gens aiment leur métier, aiment leur établi, aiment leurs matériaux. Pour lui, il doit aimer. Moi, je nie pas qu'il puisse avoir un certain amour pour ses vaches, mais je veux dire que je trouve que l'amour, c'est quand même autre chose que d'élever quelqu'un pour en manger la chair. C'est quand même autre chose. Donc je trouve que le mot est déplacé, c'est tout. Moi, je voudrais pas qu'on compare les enfants des humains avec les animaux. Il y a quand même une différence. C'est le sujet justement. Pas exactement, non. Exactement. C'est pas le sujet aujourd'hui. André Daguin, Oui, je dis que c'est son sujet, c'est pas notre sujet ce soir. Notre sujet ce soir, c'est de savoir comment il faut manger. Alors, l'être humain est... C'est pas le sujet. Si vous permettez, je veux bien définir un petit peu de ce qu'on a décidé qu'on ferait. On ne parle pas de dégustation, on ne parle pas de manger, on parle de pourquoi végétarisme. Oui, enfin, c'est quand même... Pourquoi? On vous l'a expliqué. Mais alors, il faut que des végétariens sur le plateau... Certains pour ne pas toucher aux animaux, d'autres pour vivre mieux dans leur peau. Et d'autres également pour les deux. Moi, je n'ai pas du tout le sentiment qu'on m'ait fait venir ici pour théoriser. On m'a fait venir ici pour dire comment vous faites cuire ça ou ça et pour le plaisir de qui? C'est mon métier. Et pour vous demander aussi si c'est, à votre avis, dans la nature de l'homme que de manger de la viande. Mais enfin, je me suis aperçu que j'avais j'avais avant, comme les casses au rugby, des incisives qui tranchaient, des canines qui lacéraient et des molaires qui écrasaient. Je me dis que je suis fait pour manger à la fois de la viande et des trucs à écraser. J'ai un estomac qui est de 5 ou 6 litres, j'ai pas une panse de 400 litres comme ces vaches pour digérer l'herbe. Par conséquent, je me considère comme un omnivore moyen. Qu'est-ce que vous pensez de ça, jeune homme? La dentition, c'est vrai qu'elle est faite naturellement pour... Je ne sais pas pourquoi elle est faite naturellement. Il y a beaucoup de gens qui font des théories pour savoir si l'être humain est un omnivore naturel, est un carnivore naturel. Moi, je ne sais pas. L'être humain appartient à l'ordre des primates.
dont la plupart des membres sont des végétariens ou presque végétariens. Il semble qu'il y ait une évolution depuis quelques centaines de milliers d'années vers le carnivorisme chez l'être humain, mais il y a aussi, depuis quelques centaines de milliers, une évolution chez l'être humain vers la capacité de réflexion morale. Et la capacité de réflexion morale, elle permet aussi de se dire que la frontière, par exemple, de race, qui est prise en compte par beaucoup d'animaux, que la frontière de groupe, la frontière de famille, etc., c'est pas une frontière morale. Bon, que le racisme, c'est à condamner. Que le sexisme, par exemple, c'est à condamner. Eh bien, nous disons aussi le sexisme, le spécisme, c'est à condamner. C'est à considérer qu'on peut faire n'importe quoi à peu près. Vous avez un animal chez vous? Oui, j'ai des chats, oui. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Ça pose... Non mais je comprends très bien ce genre de questions. Le problème, c'est que, je vous répète, c'est le problème de demander aux gens d'être purs. Pendant très longtemps, j'ai donné à mes chats les produits de l'abattoir, ce qui me posait effectivement un problème, parce que pourquoi donner à un animal qui n'a pas demandé spécialement à vivre, mais qui est adapté à un régime carnivore, comme l'homme, qui est beaucoup plus adapté à un régime carnivore que l'homme. L'homme, c'est extrêmement discutable, mais le chat, c'est clair qu'il est adapté à un régime carnivore. Bon, moi, j'avais pas envie non plus de prendre la chair d'autres êtres, de vaches et autres, pour nourrir ça. Je veux dire, bon, le chat, il a sa vie, les vaches, elles ont leur vie. Maintenant, il se trouve qu'il existe une technique qui est pas simple du tout. Je veux pas que quelqu'un pense que c'est facile comme ça de nourrir un chat sans viande, mais il existe une technique avec un supplément qui est diffusé d'ailleurs à Paris par l'association VegChat, je peux vous donner l'adresse si vous voulez, qui permet de pallier aux carences qu'aurait un chat s'il mangeait uniquement des végétaux. Donc ça permet à un chat de vivre. Bon, il y a un certain nombre de techniques à mettre en œuvre pour que ça soit facile à digérer par l'intestin court du chat. Et ça permet de nourrir un être vivant qui peut être heureux et vivre sa vie comme ça, sans tuer d'autres êtres vivants, humains ou non. Je m'en fiche, la souffrance et le désir de vivre, c'est indépendant de l'espèce. Sans tuer d'autres êtres vivants, sans les empêcher de vivre. Moi, c'est mon but, et c'est pas la question de savoir si c'est naturel ou pas. D'accord, André Daguin. Mais qu'est-ce qui s'emmerde, le chat sans viande, il est fait pour bouffer que ça. Alors, je sais pas, moi, si vous faites vivre un chat chez vous, en bouffant des légumes, alors là, je vois pas trop où vous allez. Ce chat, il est carnivore, il a un intestin long comme ça, son transit intestinal est très rapide, il bouffe de la viande. Alors, si tout d'un coup on décide quelquefois pour se purger, il broute un peu d'herbe. C'est exactement ça. Donc nous, si nous, les hommes, on décide que ce chat-là, il va bouffer de l'herbe, on fait du spécisme. On tombe dans ce que vous condamnez, puisqu'on décide à sa place. Non mais c'est clair qu'on décide à sa place, effectivement. Je veux dire, bon, c'est une responsabilité, mais si moi j'achète une boîte pour chat, je décide aussi à la place de la vache de la faire tuer. Oui. Moi, je n'ai pas demandé à avoir ce choix. Ce choix, il m'est donné par la réalité. C'est que le chat, pour vivre, normalement, il mange de la viande. La vache, pour vivre, normalement, il ne faut pas qu'elle soit mangée. Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que c'est ce qu'on appelle un dilemme moral, si vous voulez. Le dilemme moral, je le résout en tuant personne. Il faut laisser parler un petit peu. Il n'y a pas dans la nature d'animaux vieux. Ça n'existe pas, ils sont bouffés avant. Donc, les vaches qui l'élèvent meurent plus vieilles que des vaches sauvages. Il n'y a pas beaucoup de vaches sauvages, Jean-Marc, en France. Si, en Afrique, il y a des bovins sauvages qui meurent beaucoup plus jeunes que ces vaches à lui. Ah oui. Et puis, quand on nous dit aussi qu'il ne faut pas faire de foie gras parce que ça fait souffrir les animaux... Les vaches sauvages meurent saines, monsieur. C'est parce que les vaches, elles sont beaucoup plus parasitées que les siennes. Les vaches élevages sont beaucoup moins saines, et vous le savez très bien. Pourquoi? C'est pour cette raison que l'on réclame que les stéroïdes, que les anabolisants, nous aussi. que toutes les saletés qu'on met dans le corps des animaux qui n'ont rien demandé. Nous non plus, on n'a rien demandé. À supposer qu'on mange de la viande, on n'a rien demandé. C'est au nom du profit, monsieur, que ces vaches meurent dans de très mauvaises conditions. Monsieur, et vous le savez. Des anabolisants et des hormones dans vos vaches et vos veaux? D'abord, je voudrais répondre aux chats. Chez moi, les chats, parce que je suis un agriculteur, je suis un paysan traditionnaliste. Chez moi, ils mangent les souris et les rats, je ne sais pas comment ils peuvent l'empêcher. Et en plus, s'il y a du poisson qu'on a acheté, s'ils peuvent le prendre, ils le prennent le premier. Alors c'est ce que les chats ils mangent, il faut savoir connaître la pratique. Bon, je vais revenir aux vaches. Le problème des anabolisants, puisque je représente une fédération, nous sommes d'accord pour ce que le consommateur demande, absolument. Et nos élevages en France, je dois dire, les animaux sont élevés naturellement, vous pouvez venir dans mon exploitation, et nous sommes d'accord, je dois le dire, nous sommes d'accord pour qu'il y ait une identification des viandes, une certification avec un cahier des charges pour que les consommateurs sachent d'où la viande peut venir
et pouvoir contrôler avec leur association. Très bien. Madame Astier-Dumas, est-ce que les protéines végétales sont de qualité inférieure aux protéines animales pour le corps humain? Absolument. L'équilibre entre les constituants des protéines dans les végétaux n'est pas du tout suffisante pour l'homme. Il a besoin d'acides aminés, c'est-à-dire des composants des protéines, dans une certaine proportion, et c'est dans les produits animaux qu'il trouve les bons équilibres. Ça veut dire que, ça c'est médical, hein, monsieur, Ça veut dire qu'on peut faire un mélange avec des végétaux, mais c'est beaucoup plus difficile. Ça demande une complémentation savante, ça demande vraiment beaucoup d'efforts pour arriver à faire cette complémentation. Ça veut dire que, par exemple, l'éducation d'un enfant en bas âge... Ah oui, mais pour les enfants, c'est tout à fait différent. Alors, pour les enfants, moi, je trouve que le végétarisme ou le végétalisme, c'est un droit des individus à choisir leur philosophie, parce que pour moi, c'est une philosophie et rien d'autre. Mais quand ils passent leurs enfants au végétarisme, alors là, je ne suis plus du tout d'accord, parce que voir en France, au XXe siècle, des quatuors-corps chez des enfants venant de milieux végétariens, c'est dramatique. Des quoi, pardonnez-moi? Des quatuors-corps. Vous savez, les quatuors-corps, c'est cette maladie qu'ont les petits sahéliens avec les cheveux rouges et le ventre ballonné. Aïe, 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 mon Dieu. On en voit à Paris, parce qu'ils ont été alimentés avec des végétaux. Jeune homme, là, je vous demande votre avis, puis je vais demander aussi l'avis des autres végétaliens sur ce plateau, parce que c'est important, surtout quand il s'agit des enfants, rapidement. Oui, non, mais je pense que c'est complètement faux. Je veux dire que bon, en Angleterre, moi je... Bah, attendez, madame est médecin. Oui, non, mais madame est médecin, mais je veux dire bon... Sujet parce que j'aurais quelque chose d'important à dire. Oui. On voit qu'il y a des médecins qui disent des bêtises. bêtises. Hein, quelque chose à dire avant. Non, mais simplement que l'expérience en Angleterre, moi je connais une personne qui habite en Bretagne, qui a élevé son enfant végétalien avec un certain nombre de précautions. Comme pour n'importe quel enfant, il y a des précautions diététiques à prendre. Bon, même Jacqueline André, par rapport au végétalisme, elle est plutôt en retrait par rapport à ce que je pense être l'expérience des dernières années. Et il n'y a aucun problème particulier. Bon, je trouve ça assez bizarre de parler comme ça, en faisant peur aux gens de ça, alors que bon, il y a d'autres problèmes pour faire peur aux gens. Pardonnez-moi, monsieur, c'est vrai que vous êtes très mince. Moi, je suis mince? Oui, vous êtes mince. Vous êtes mince. Oh ben j'ai tout fait pour qu'on ne voit pas mon bide ici. Enfin, vous avez l'air... Hein? Alors bon, faut savoir s'il faut paraître mince aujourd'hui. Mais non, c'est pas ça, mais vous êtes très mince, donc j'imagine que votre alimentation y est pour quelque chose, c'est ça que je veux dire. Et non. Non, pas du tout? Non, j'ai grossi, j'ai minci en fumant, en arrêtant de fumer. Je pensais aux enfants quand je disais ça, et je pensais que si Madame Astier-Dumas dit ce qu'elle dit, c'est peut-être un peu dangereux. Est-ce que ça peut amener au rachitisme, par exemple, des enfants, le végétalisme ou le végétal? Oh, pas spécialement, non, mais l'argument qui a été avancé, qu'il y a des enfants anglais moi je connais des gens qui fument 3 paquets de cigarettes par jour et qui n'ont pas de cancer du poumon, hein. Oui. J'en connais, c'est sûr. C'est pas une technologie, c'est pas comme ça qu'on raisonne. On raisonne sur un certain nombre de gens, sur un nombre important d'enfants, et on sait qu'on a vu dans des hôpitaux parisiens des cas de ce genre, c'est tout. Je vais donner la parole au jeune homme qui est en tribune et qui la demande. Allez-y, monsieur, celui du milieu. Vous êtes Denis Perrat, crudivore à prédominance frugivore. C'est pour vous représenter aux téléspectateurs ceux qui auraient raté le début de cette présentation. Oui, enfin, les choses se définissent beaucoup plus facilement si je dis que j'ai à peu près la même alimentation que celle des singes. Je voudrais d'ailleurs revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur Lyonnais. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'alimentation des singes, pour que ce soit clair? L'alimentation des singes, elle est composée à 5% de produits carnés, à peu près, dont pas mal d'insectes. Elle est composée à 28% de feuilles et de feuillages divers. C'est-à-dire que vous mangez des insectes et des feuilles? Non, absolument pas. J'ai une alimentation qui s'équilibre entre les fruits, donc qui composent 65% de l'alimentation des singes, et à peu près la même chose dans mon alimentation. Votre dîner, par exemple, votre déjeuner d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'était? J'ai mangé 2 mangues. Ah ouais. Et je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin parce que lorsqu'on mange cru, on diminue notoirement la quantité d'aliments qu'on a besoin d'ingérer en fait. C'est une grande économie pour son porte-monnaie et pour la nature. Économie d'eau, j'imagine également aussi, je pense aux toilettes notamment. C'est une économie d'eau parce qu'effectivement on ne boit pratiquement plus non plus, même sous le fort soleil tropical. Madame la secrétaire générale,
du club pour la qualité de la viande et membre de l'Académie des viandes. Quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que vous pensez, chère madame, chère petite D'abord, madame? je voudrais répondre au monsieur sur les anabolisants. Il y a des directives de la communauté européenne qui ont été mises en application. Il y a un décret d'application qui date de plusieurs années. Ils sont totalement interdits en France et ailleurs aussi. Bon, vous voilà tranquillisé, il n'y en a plus. Hein. C'est clair. Enfin, il y a peut-être encore quelques fraudes quand même. Hein. Pardon? Ça doit encore exister un petit peu des fraudes, parce que la dernière fois que j'ai acheté une escalope de veau, elle faisait 150 grammes au départ et 35 à l'arrivée, donc on s'est demandé s'il n'y avait pas encore quelques injections. Il faut savoir choisir, il faut réclamer un label, monsieur. Oui, ça je suis un peu con, c'est sûr, mais ça veut dire que ça existe encore. Les labels existent. Non mais la fraude aussi. Ah, hélas, oui, hélas. Oui. Mais nous luttons pour, justement, à l'Académie de la viande, on est là pour ça. Vous avez raison, madame. Vous avez raison. Et je voudrais aussi dire quelque chose sur le végétalisme. L'Organisation mondiale de la santé le considère comme une maladie mentale. Comme l'homosexualité, il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps, l'homosexualité, c'était une maladie mentale pour l'OMS. Ça, c'est pas le sujet, monsieur. Non, c'est pas le sujet, mais ça montre un peu la crédibilité de l'OMS par rapport à ce genre de choses. On lui fait dire ce qu'on veut. Jeune homme, allez-y. Et si je peux intervenir à nouveau. Je vous en prie, il est ouvert. Le micro marche, oui. Tout à l'heure, on a avancé l'argument du végétarisme donc comme source, enfin comme économie d'énergie considérable par rapport au fait qu'il fallait énormément de protéines végétales pour produire des protéines animales. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier non plus que la transformation des aliments est une perte considérable en énergie. Ainsi, les Américains ont démontré qu'il fallait à peu près consommer 8000 kilocalories pour mettre 1 kilo de maïs à disposition des consommateurs, alors que ce même kilo de maïs n'apporte que 800 kilocalories. Donc il y a un rapport de 1 à 10 entre l'énergie consommée par le transport, la distribution, tout le processus industriel et l'apport alimentaire résultant. Pour résumer, pardonnez-moi pour que ce soit clair, parce que c'était un peu scientifique, ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, si on veut économiser l'énergie sur la Terre, un bon moyen, c'est de ne pas transformer son alimentation. D'accord. Nous avons au téléphone André Daguin, vous devez le connaître, c'est probablement un de vos camarades, Bernard Loiseau, qui est au téléphone et qui... Bernard Loiseau? Oui, bonjour, Christophe. Oui, il est restaurateur à Saulieu, dans un restaurant qui s'appelle la Côte d'Or. Alors vous avez un menu légumes dans votre restaurant? Voilà, exactement, depuis très longtemps, hein, c'est pas d'aujourd'hui, et j'ai toujours été un fervent des légumes. Déjà, avant toute chose, les légumes, c'est d'abord qu'ils ont du goût, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on implique tous les producteurs de notre région à faire des légumes qui ont du goût, parce que malheureusement, le goût fout le camp, et donc c'est très important. Et puis en plus, nous, les cuisiniers, on s'exprime quand même avec des mariages, des idées, au travers des légumes qui peuvent apporter un plus à nos recettes. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui viennent chez vous et qui ne mangent que des légumes et qui vous demandent pourquoi vous avez créé ce menu légumes d'ailleurs? Non, j'ai trouvé ce menu légumes, moi j'ai créé il y a au moins 6 ou 7 ans, parce que je me suis dit, les légumes c'est magique, c'est fabuleux, ça a beaucoup de goût, et donc pourquoi pas en faire un menu unique avec des légumes. Mais attention, moi mes sauces qui vont avec sont peut-être des jus de viande, des jus à base de poisson, c'est pas complètement le menu typiquement végétarien, où on fait un restaurant où il y aura marqué à l'enseigne de la vitrine restaurant végétarien, ça n'a rien à voir. Hein. Ça s'appelle les légumes en fait. Oui, donc on a un menu style ratatouille froide de légumes avec un coulis d'olive. C'est pas une maladie grave, hein, attendez, d'être végétarien. Pardon? C'est pas une maladie grave d'être végétarien, au contraire. C'est monsieur Perret qui vous parle. Monsieur Loiseau, soyez gentil, ne croyez pas que les végétariens sont des gens ignobles et qui se cachent. Si vous avez un restaurant végétarien un jour à ouvrir, n'oubliez pas que notre argent vaut bien l'argent de tous vos clients actuels. Non, mais la question n'est pas là. La question est que moi, j'ai pas de restaurant végétarien à ouvrir. Moi, je dis que je suis un fervent des légumes, point final. Après, si les gens ils veulent vraiment manger de la cuisine végétarienne, ils vont pas venir dans un 3 étoiles Michelin à Saulieu pour manger de la cuisine végétarienne. Ils iront chez des gens qui font de la cuisine végétarienne. Donc moi, je mets les légumes en avant parce que c'est là où on crée, qu'on innove, qu'on fait des mariages heureux. Mais mes jus ne sont pas obligatoirement avec les légumes, uniquement le jus du légume. Ça peut être des jus de viande, des jus de poisson, et qui fait que moi, je suis pas contre les végétariens. Moi, je m'en fous, ça me gêne pas. Auquel cas, vous n'en mangeriez pas, ça, évidemment. Hein. Ah, mais tous les jus qui proviennent d'animaux, on n'aime pas ça. Et ben voilà, qui se les garde? Par contre, qu'ils nous fassent des jus de légumes, qu'ils nous fassent des jus de fruits. Alors, allons-y, ouvrez vite un restaurant végétarien et soyez-en fiers, monsieur Loiseau.
Non mais croyez-moi que de toute façon j'ai pas besoin de vous pour savoir ce que j'ai à faire et que de toute façon c'est mon restaurant, les gens viennent du monde entier ici, j'ai aucun problème là-dessus et que jamais je ferai un restaurant de végétariens, mais je fais un restaurant avec beaucoup de légumes. Voilà. Bon, merci de votre témoignage Bernard Loiseau, bonne soirée. Merci, bonsoir. Bye bye, au revoir. Madame, vous voulez dire quelque Je voudrais chose? dire que de toute façon, il faut saluer des initiatives comme celle-là, même s'il y a du jus de viande dedans, parce que ça permet à ceux qui ne sont pas végétariens de redécouvrir le légume et que je crois que c'est très important. Dans le cadre de son programme L'Europe contre le cancer, la Commission européenne souligne suffisamment l'absolue nécessité de consommer beaucoup de fruits et de légumes frais pour lutter contre le cancer. Alors, cela dit, c'est impeccable. On a parlé beaucoup du végétarisme ce soir, mais on n'a peut-être pas assez insisté sur le fait que même si la viande, et ça vous êtes là pour le confirmer, donc c'est pas moi qui le dis, n'est pas mauvaise pour l'homme, il faut vraiment insister sur le fait qu'il ne faut pas en abuser, et particulièrement pour les enfants. Mais il ne faut pas non plus les en priver, c'est clair. On peut les en priver, si, on peut tout à fait les en priver. Oui, à condition qu'il y ait du poisson, de la volaille et tout ça. Parce que madame parlait de cas de kwashiorkor, moi je peux vous dire qu'en 10 ans où je vois défiler des centaines de végétariens dans mon cabinet médical, j'ai vu un seul cas de kwashiorkor chez un enfant végétarien. C'est un cas de et trop. encore, c'était un cas de trop. Et c'était pas un enfant végétarien, c'était un enfant macrobiote. Ce qui veut dire qu'il ne recevait rien du tout comme produit laitier, qu'il n'avait pas de vitamine D dans son alimentation, ce qui expliquait son rachitisme en plus, et que faire des cas pareils, c'est tout à fait inadmissible d'imposer ça à des enfants. Moi, je suis tout à fait contre le macrobiotisme pour les enfants, ça c'est un fait certain. Ce sont les seuls cas catastrophiques décrits dans la littérature d'alimentation végétarienne mal adaptée. Maintenant, si une alimentation végétalienne est judicieusement suivie par une diététicienne, par un nutritionniste, ce qui est trop rarement le cas, ça peut néanmoins être équilibré, on peut l'admettre. Mais moi, je ne le conseille pas, je préfère l'alimentation végétarienne avec un R pour les enfants. D'accord, là vous parlez de macrobiote. Je vais vous donner la parole, monsieur, puisque c'est votre spécialité. Juste en passant à l'impérial, vous êtes un peu gonflé d'engueuler un restaurateur qui justement fait quand même un menu légumes. Alors même s'il rajoute quelques grammes... Je ne voulais pas lui faire de remarques particulières, mais je voulais dire que les végétariens sont des gens comme les autres, ils ont de l'argent, ils veulent manger aussi bien que vous et moi, et il ne faut pas classer et avoir peur de dire restaurant végétarien. Mais pas avoir peur. Non, mais il n'a pas peur, il s'en fout surtout, c'est pas ça le problème. Il fait un menu. Dans ce genre de restaurant, ça ne devrait pas poser de problème. Que les restaurants soient végétariens. Pourquoi seraient-ils pas des restaurants? Il se trouve que je suis à la tête d'une fédération de 30 ou 40 000 restaurateurs. Il n'y a pas des restaurants pour fumeurs et d'autres pour pas fumeurs. Bientôt, vous allez avoir les restaurants pour les noirs et les autres pour les blancs. La restauration. C'est parce qu'on ne sait pas où manger, monsieur. Mais proposez un menu végétarien dans tous vos restaurants et on ira partout. Nous y allons beaucoup vers les légumes. On mange jamais assez de légumes, on est bien d'accord. Citez-moi les restaurants à Paris, vous en connaissez? Écoutez, il y a... non, je ne suis pas parisien, mais on va vous en trouver. Alors les auditeurs, les spectateurs, si vous voulez savoir les restaurants qui existent à Paris, on a édité une petite brochure. Vous pouvez nous écrire ou nous téléphoner. Mais attendez, vous éditez une brochure, donc vous fabriquez votre propre ghetto. Attendez, Jean-Pierre Bisson a dit quelque chose là. Il y a aussi ce qu'on rien à bouffer. Il y a aussi ce qu'on rien à bouffer, parce que vous parlez de votre fric, vous dites que vous pouvez payer, mais enfin, il faut penser aussi à ceux qui n'ont rien à bouffer. Et celui qui n'a rien à bouffer, que ce soit végétarien ou un steak tartare ou n'importe quoi, il le prendra, je le signale, quand même. Non, parce que je sens là... Je sens là, moi ça m'intéresse parce que je voudrais d'abord savoir si c'est bon pour la santé de manger plus de légumes. Madame a répondu, je crois que je comprends ça. Mais je sens, ce que j'aime pas, c'est le fanatisme ou l'intolérance. Et vous aimez peut-être les animaux, mais la façon dont vous avez parlé des sentiments de monsieur pour ses enfants, je doute que vous aimiez vraiment les animaux si vous ne pouvez pas vous adresser correctement à un père. Je reviens sur vous, monsieur Iturriac. Alors, vous avez été extrêmement sage depuis le début de cette émission. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes président du collectif macrobiotique parisien. Alors, non, 2 secondes. Non, vous répondrez tout à l'heure. Non, vous répondrez tout à l'heure. Vous répondrez tout à l'heure. Donc, je voudrais que vous nous disiez un petit peu quelle est votre spécialité et ce que vous prônez. Alors, ma spécialité... Avec un micro ouvert. Oui. Allez-y. Ma spécialité, c'est de ne pas en avoir. C'est d'être donc un omnipraticien, donc un médecin généraliste, tel qu'on l'entend en médecine. Bon, d'autre part, donc, ma spécialité, c'est d'avoir découvert, après les études classiques de médecine, d'avoir découvert que la médecine m'apprenait une certaine façon de voir les choses. Et donc, je me suis intéressé, par curiosité intellectuelle, à d'autres techniques. Alors, qu'est-ce que c'est que la macrobiotique? Alors, et j'ai découvert, donc, entre autres, la macrobiotique maintenant depuis 20 ans. La macrobiotique, et je suis ravi de pouvoir corriger un petit peu peut-être dans le public, et en particulier pour le docteur André, la macrobiotique, c'est ni plus ni moins que l'art de vivre juste. Donc, ça veut dire, vous tolérez la viande? C'est-à-dire de
vivre en accord, en harmonie avec l'environnement, le milieu, en fonction de notre état. Donc vous de tolérez notre la viande. équilibre. Donc la viande est un aliment tout à fait toléré, tout à fait permis, selon la circonstance, selon la région, selon l'état de la personne. Bon, il ne faut pas confondre, et malheureusement dans le public c'est très fréquent, la méthode macrobiotique, le moyen, parce que en fait nous avons... Qu'est-ce que c'est exactement la macrobiotique? Voilà, Enfin, c'est ce que vous venez de dire. la macrobiotique, c'est un art de vivre. Un art de vivre, c'est un art de vivre, donc de vivre juste, c'est-à-dire de faire les combinaisons, que ce soit à tous les niveaux de la vie, pas simplement sur le plan alimentaire, sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan professionnel, de faire les combinaisons qui nous apportent un plus de vie. C'est pour ça que nous la baptisons, enfin qu'elle est appelée macrobiotique grande vie. On peut dire quand même qu'est-ce que c'est que serait un régime type macrobiote? Non, alors le régime, la méthode macrobiotique est un moyen pour réveiller. Donc cette façon de vivre juste, nous devrions l'avoir instinctivement. Concrètement, ça peut donner quoi alors? Mais nous avons des habitudes. Nous sommes français, nous sommes basques, moi je suis personnellement basque, ou breton, ou nous sommes juifs ou catholiques, etc. Nous avons des habitudes alimentaires. Or, souvent ces habitudes nous amènent à des excès. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de ce qui est néfaste, c'est le trop, et effectivement c'est le trop beaucoup, le trop souvent et le trop peu. Parce que ça existe aussi des gens qui mangent trop peu. Mais ça n'existe pas chez vous, par exemple, chez les macrobiotes, le trop peu? Bien sûr que ça peut exister. Ce sont des gens, des personnes qui effectivement confondent le but et la méthode. Par exemple, ce soir, si je vous demandais de me faire un menu macrobiote, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qu'il y aurait sur la table? Je vous dirais, de quoi avez-vous envie? De viande. Alors, mangez de la viande. Ah bon. Oui, mais donc, si, selon l'état dans lequel vous vous trouvez, selon ce que vous voulez faire, il ne faut pas oublier que nous avons deux attitudes. Être simplement un consommateur, donc une attitude de prendre tout le temps, ou d'être un créateur. Et nous pouvons être le créateur de notre propre corps. Est-ce que vous soignez des maladies graves? Est-ce que vous avez essayé déjà de soigner des maladies graves? Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec réussite? Oui. Disons qu'il ne faut pas confondre, là encore, les thérapeutiques. Il y a trois types de thérapeutiques. Il y a une thérapeutique symptomatique qui consiste à supprimer le symptôme. Et là, on peut faire appel à toutes les techniques. Et il y en a beaucoup. Et puis, il y a une thérapeutique, disons, plus philosophique, plus spirituelle. Et je pense que là, c'est important de ne pas mélanger les choses. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ce type de régime doit être réservé à des adultes? Ce n'est pas un régime, madame. Oui, c'est un mode de vie. Je veux bien. La macrobiotique, c'est un art de vivre, de manger juste, de vivre juste dans tous les aspects du quotidien. Alors, par exemple, si je vous donc, dis, la méthode macrobiotique pour réveiller l'instinct, pour dévoiler le jugement, comme on dit, pour réveiller l'instinct, et de faire prendre conscience à la personne pendant un certain temps, de faire, au fond, une espèce de jeûne en ne mangeant effectivement qu'il y a 10 façons, si vous avez eu la curiosité d'ouvrir un jour le livre d'Osawa, Sakurasawa, le zen macrobiotique, il y a 10 façons de s'alimenter. Il y en a 5 avec des produits animaux. Le poisson de ce type d'alimentation, ça n'est plus équilibré, je suis désolé, il n'y a plus les protéines qu'il faut. Mais il n'y a pas de suppression en quoi que ce soit. Encore une fois, ne confondez pas. Dans les différents degrés Prenez le du régime chapitre 6 ça du devient zen déséquilibré. macrobiotique. Vous verrez les 10 façons de combiner le yin et le yang. Vous verrez 5 façons avec 10% de céréales, 30% de légumes, 30% de produits animaux, 15% de desserts et 10% de potage. Et 5 façons comme ça, et 5 façons uniquement végétariennes. Est-ce que vous n'avez pas justement des gens qui essaient tout de suite d'aller dans les stades les plus élevés, de devenir purement céréaliens? Mais vous trouvez des gens qui mangent aussi 1 kilo de viande, qui mangent trop de gras et qui ont du cholestérol, vous en trouvez partout. Voilà, je crois que là c'est un peu dommage d'essayer de mélanger de la philosophie avec l'alimentation. Non, mais ne pas confondre la méthode et le but, c'est essentiel. Jeune homme, vous voulez la parole là-haut, puis je vais donner aussi la parole à celui qui est à votre droite pour peut-être conclure cette émission. Allons-y, en tout cas ce débat. Oui, on parle beaucoup de la dialectique, faut-il manger de la viande ou pas manger de la viande, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se poser la question, comment faut-il manger la viande? Parce qu'on sait que, par exemple, un bœuf qui aura mangé des nitrates de par son alimentation, lorsque le steak issu de ce bœuf sera grillé, il produira des nitrosamines qui sont hautement cancérigènes.
Alors faut-il véritablement cuire la viande pour la manger? Autre exemple, lorsqu'on cuit la viande, on détruit une bonne partie des aminoacides qu'elle contient, ou du moins on les rend indisponibles pour notre métabolisme. Et de fait, on est obligé de manger beaucoup plus de viande pour couvrir notre besoin en aminoacides. Alors, est-ce que manger cru, c'est pas aussi une manière de manger beaucoup moins de viande et donc de durer longtemps, puisque les protéines sont souvent associées à l'accélération du processus de vieillissement. Vous êtes pour le cru? Pour la viande, je dirais que peut-être. Je crois que les seuls modes de cuisson responsables de la viande, soit le micro-ondes ou bien manger la viande crue. Vous êtes pour le cru, mais enfin, c'est pas une fanatique du cru non plus. Pour une raison bien précise, c'est qu'il apparaît une mutagénicité des protéines lorsqu'elles sont cuites et que ceci peut être une cause de cancer. En plus, lorsqu'on fait cuire au barbecue ou lorsqu'on fait des grillades, il apparaît du benzopyrène qui, encore une fois, est cancérigène. Je crois que tout ça doit être dit. Je crois qu'il est important de dire que dans 1 kilo de bœuf braisé, il y a autant de benzopyrène que dans 250 cigarettes. Ça doit être dit. Maintenant, il est important de dire aussi que le fait d'ingérer du benzopyrène n'est pas aussi dangereux que d'en fumer chez un fumeur. Moi, on m'avait dit une autre côte au barbecue, 1000 cigarettes. Je crois que là on exagère un peu. C'est une surenchère ou quoi? Non, c'est vrai. Mais tout dépend du mode de cuisson. Il faut être honnête, tout dépend du mode de cuisson. Si vous cuisez d'une manière prolongée, par exemple, barbecue horizontal avec les fumées qui remontent sur la viande. Alors là, il y a le problème, évidemment, parce que la graisse coule, la graisse coule dans la flamme et se dégage du benzopyrène. Qu'est-ce que vous dites, André Daguin? Mais puisqu'on parle de cuisine, il faut que je dise 2 ou 3 mots. Oui, quand même. Oui. Et qui ne seront pas de cuisine. Parce qu'on a totalement oublié que la convivialité, ça aide à mieux se porter. On parle de se nourrir et on ne parle pas de manger ensemble. Vous vouliez que les végétariens soient parqués. Pas moi, je les reçois chez moi. Ma belle-mère est végétarienne. Pas du tout. Ouvrir vos restaurants à tout le monde. Différence. Mais ils le sont. Non, monsieur, il n'y a pas de menu végétarien. C'est pas un problème. Mais vous êtes venu le voir chez moi? Moi, je vais dans les restaurants qui ne sont pas restaurants végétariens. Je vais peut-être 1 ou 2 fois par an dans un restaurant végétarien. Moi, je mange à la carte dans des restaurants tout à fait ordinaires. J'ai pas de problème. Je voudrais finir autrement que négatif, parce que je crains que vous le soyez un peu trop. La convivialité, c'est ce qui fait qu'on a moins de cholestérol à la fin du repas. C'est vrai ou pas? C'est peut-être beaucoup dire. Ah, mais c'est tout dit. Lisez ce qu'a écrit le professeur Renaud de l'INSERM. Il a écrit ça en toutes lettres. Si vous riez à table, vous vous portez mieux. Je trouve ça très encourageant. Et je viens à votre rencontre, c'est vous qui m'avez déclenché là-dessus. Je trouve ça très intéressant de vivre en harmonie et de rire avec les autres et de manger végétarien à côté de gens qui bouffent la viande si on a envie, mais ensemble et en amitié. Tout à fait d'accord. De toute façon, si on vient chez vous et qu'on veut que du légume, vous faites que du légume. Mais bien sûr. Les restaurants, monsieur, ne sont pas fermés. 2 mots. Non, simplement, on m'a accusé de fanatisme. Bon, des histoires de fanatisme, pour moi, ça veut dire, par exemple, essayer d'imposer son mode de vie à quelqu'un d'autre, quand ça ne le concerne pas, quand ça ne concerne que lui. Par exemple, des histoires sexuelles, bon, être homosexuel, être autre chose, bon, le fanatisme, c'est essayer d'imposer tel mode de sexualité. Le chat. Hein? Le chat qui vous fait bouffer des légumes. Vous lui imposez une nourriture qui n'est pas sa nature. Je vous ai expliqué qu'il y avait un conflit de droit là, et que c'est pas simple et qu'il y a un conflit effectivement à ce moment-là. Vous n'avez pas d'enfants, mais vous aurez peut-être des enfants. Oui, alors je voulais revenir aux enfants justement. C'est que bon, on parle des enfants, c'est criminel, etc., de nourrir les enfants végétariens, mais le problème aussi, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui ont envie d'être végétariens et qui le disent. À 2 ans? Non, peut-être pas à 2 ans, mais à 5-6 ans. Je veux dire, je peux témoigner pour mon cas, je peux témoigner pour des collègues de travail qui le disent, je peux témoigner pour des personnes. Dans le livre, l'équilibre nutritionnel du végétarien, même Jacqueline André en parle aussi, qu'il y a énormément d'enfants qui quand ils apprennent que ceux qu'on leur fait manger, c'est la même chose que la vache qui caresse dans le pré, ils disent, ben non, moi j'en veux plus. Parce que les enfants, ils ne sont pas forcément naturellement spécistes. Les enfants, la vache dans le pré ou leurs copains, bon, c'est un peu la même chose pour eux. Et à mon avis, ils vont finir par manger leurs copains d'ailleurs, c'est ça qui me fait. Ils ont raison. Je crois qu'il était important. Non, c'est pas l'enfant parisien. Je connais aussi quelqu'un qui s'est arrivé, qui est né à la campagne, qui est né de parents paysans et il lui a fallu du courage pour être végétarien. Je connais aussi quelqu'un qui est arabe, qui est né dans une famille arabe, il lui a fallu du courage aussi pour être végétarien. Ah oui. Parce qu'il y a une pression sociale dans tous les pays, dans toutes les cultures contre ça. C'est pas qu'à la campagne, c'est pas. Oui, non, ça arrive à beaucoup de gens qui font leur rapport. On n'a pas dit qu'être végétarien c'était être lâche, hein, on n'a pas dit ça. Hein. Non, mais simplement, oui, non, mais on a toujours l'image des végétariens qui sont des gens sentimentaux, etc. Bon, ben, c'est un peu pour contredire ça. D'accord. Bon. Et c'est pour dire aussi que la violence qui consiste de la part d'énormément de parents conseillés par des médecins comme cette dame-là,
La violence qui consiste à les obliger à manger de la viande, ça fait des crises de larmes, ça fait un minimum des traumatismes, et je peux en témoigner pour moi-même et je peux en témoigner pour d'autres, d'obliger quelqu'un à manger d'autres personnes, parce que l'enfant les considère comme des personnes, chaque jour dans son assiette, et d'en arriver à mépriser l'animal, les animaux qui mangent comme ça, c'est un bourrage de crâne idéologique 2 ou 3 fois par jour, et je pense que les personnes ici qui rigolent, si à un certain moment elles n'avaient pas été obligées de manger les animaux tous les jours, si elles n'avaient pas été obligées d'avoir ce bourrage de crâne tous les jours et essayer de refouler la culpabilité que tout le monde a de manger la viande et dont on parle. Oh non, franchement, bah non, c'est là où vous exagérez, il a raison, Bisson. C'est là où vous êtes fanatique. Il buvait des bols de sang de bœuf pendant l'enfance. C'était bien, c'était un fortifiant, ça m'a pas choqué, j'ai pas pleuré. La viande, c'est le problème dont tout le monde parle sans vouloir en parler. Toutes les religions ont des tabous religieux à propos de la viande, c'est vraiment une obsession, on la mange mais on veut pas la manger, on la mange, mais... Oui, mais on est d'accord. C'est pas bien de forcer quelqu'un à manger de la viande s'il en veut pas, mais c'est pas bien non plus de lui dire, dès son plus jeune âge, tu ne mangeras pas de viande. C'est pas bien de forcer une vache à être tuée. C'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est, par exemple, votre menu de Noël, par exemple. Donnez-moi votre menu de Noël, parce que là, je me pose une question. Votre menu de Noël. Une carotte, un poireau... Non mais bon, oui, non mais la fête, c'est aussi la bonne nourriture. Je voulais revenir aussi sur le terme de légumes qui est employé. Bon, on a l'habitude de dire... Donnez-moi votre menu de Noël, soyez gentil. Le 24 décembre au soir. C'était des légumes si vous voulez. Moi, je me rappelle pas le dernier menu de Noël. Mais enfin, il y avait du whisky. Il y avait du whisky. Le whisky, c'est un légume. Bon, le whisky, ça rentre dans la catégorie légumes. C'est un végétal, le whisky. Oui, mais le foie gras aussi, c'est des maïs. Alors, si vous voulez appeler ça un légume, c'est un légume. Whisky? Oui, c'est un légume. Puisque les végétariens, paraît-il, ne mangent que des légumes, moi je vous dis, le whisky c'est un légume. Pas qu'au balcon, Noël ou whisky. Le pain c'est un légume, les spaghettis c'est un légume, toutes les épices, la moutarde c'est un légume, tout ce qui donne du goût c'est un légume. Si on veut nous faire croire qu'on mange que des choses fades... Hein. Mais vos bœufs, ils ne mangent pas d'autres bœufs, il vous faut que de l'herbe, c'est donc des légumes aussi. Ils mangent des betteraves, ils mangent des choux, ils mangent de l'herbe. Ce sont vraiment des végétariens, mes bœufs. Ce sont des végétariens et les meilleurs. Je voudrais revenir sur un point. J'ai connu la guerre, malheureusement, où les gens étaient privés. Et on a vu des enfants chétifs et le remède des docteurs, peut-être que les plus jeunes, mais je crois qu'ils le savent, les composantes, on faisait justement boire du sang de bœuf ou de vache, qui était un fortifiant. On n'avait pas trop d'autres moyens à ce moment-là. Et je vais vous dire qu'à l'heure actuelle, les méthodes de cuisson, des gens rouge à des moi, enfants. On a beaucoup... Au secours. Du vin rouge à des enfants, c'est pas sérieux. Il y a des tas d'endroits où on fait boire du vin rouge. Alors c'est bien, il ne mange pas de viande, mais il est alcoolique. Monsieur de Chavannes, j'ai pas entendu, vous pouvez me répéter? Non, je dis, il mange pas de viande quand il est grand, mais il devient alcoolique, c'est pas sérieux. Oui, non, mais c'est malheureux, effectivement. Tout à l'heure, j'étais un peu choqué. J'étais un peu choqué sur le problème de la cuisson. La meilleure viande, mais qu'on ne fait plus, parce qu'on n'a pas le temps pour un tas de raisons, même de méthodes de cuisine, c'était autrefois le pot-au-feu, avec des légumes. C'était très très bon, mais il faut plusieurs heures pour le faire cuire. Il faut ce qu'il faut, il faut du bois, et il faut reconnaître que l'évolution fait qu'on ne peut pas l'appliquer, même chez moi, je le reconnais. Il faut tuer aussi. Alors, c'est dommage, parce que c'était vraiment bon. Alors, il y a des choses qu'il faut faire très attention. Par contre, moi, une chose que je voudrais vous dire... Pour conclure. Oui, une chose que je voudrais vous dire qui est très importante, c'est que les gens doivent être libres de consommer ce qu'ils veulent et ne pas considérer que tous les problèmes sont tabous. Et ensuite, il doit y avoir des conseils de spécialistes qui sont, disons, la médecine, les docteurs au niveau de l'équilibre, il y a un tas de choses. Et ensuite, je rejoins, il y a la convivialité, il y a un tas de choses qui sont très importantes. Moi, j'estime que les extrêmes, c'est très, très mauvais. Et qu'on donne surtout aux enfants la possibilité de choisir dès l'enfance s'ils veulent manger des légumes ou de la viande ou les deux. Soyons sérieux, vous ne demandez pas à un enfant de 2 ans de choisir. Dans les classes. Il y a des enfants qui n'aiment pas manger de viande. En Angleterre, on donne le choix, par exemple, dans les cantines, aux enfants de choisir de manger de l'animal mort ou de ne pas en manger. Il y a presque 50% des enfants qui disent « Moi, je préfère pas manger de l'animal mort ». Je préfère l'animal vivant. Il ne faut pas non plus le reste. Je plaisante. Je crois que très peu d'enfants aiment la viande, en fait. C'est une phrase qu'avait dit Hitler. Hitler recevait ces gens dans son bunker et il leur demandait, vous savez qu'Hitler était végétarien, il leur disait... quel effet ça vous fait de manger du consommé parce que c'est l'eau dans lequel il y a un cadavre. Je crois que Hitler connaissait très bien Khomeini mangeait de la viande.
Oui, mais le problème d'Hitler, Non, mais madame, Hitler était végétarien. Et il avait d'ailleurs un médecin très à la page qui était très au courant de tout cela, qui était même un peu en avance sur son temps et qui savait que la viande est cancérogène lorsqu'elle est mangée en grande quantité. Alors c'est à cause de ça qu'il... Ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais... Oh, je suis désolée. Non, je suis désolée. Madame, je vous invite à regarder la bibliographie. Non, je connais votre bibliographie mieux que vous. Je vous assure. Je vous assure. Depuis 25 ans, on a véritablement prouvé au cours des 25 dernières années qu'il existe un lien incontestable. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi au public. Quand on fait de l'éducation nutritionnelle, il faut dire la vérité. La vérité, c'est qu'on n'a jamais réussi à prouver un lien entre viande et cancer. Je suis désolée, il n'y a peut-être pas de lien causal. Pas en même temps. Comme avec les voitures, dans les pays développés, on meurt plus souvent de cancer et de maladies cardiovasculaires. On a plus de voitures, on a plus de télé, on a plus de téléphones et on mange plus de viande. Ça n'est que des corrélations statistiques, ça n'est en rien des relations causales. Oui, d'accord, mais vous savez les expériences faites sur animal et que personnellement je réprouve. La preuve physiologique n'existe pas. Est-ce que vous avez la preuve physiologique de ce que vous annoncez? Absolument, je vous invite à regarder la bibliographie, je ne suis pas la seule à le dire. Je vais vous dire une chose. Demandez-la à l'Institut du cancer de Lyon. Madame, je vais vous simplement... Voilà, demandez à l'Institut du cancer de Lyon alors, c'est plus sérieux. C'est vrai qu'il faut peut-être pas laisser... Le programme l'Europe contre le cancer... Il ne faut pas laisser filer des... Ça s'appelle une rumeur, ça. Non, monsieur, laissez-moi dire ceci. Écoutez ce que dit Sœur Dole. Écoutez ce que dit Sœur Dole à la fin de sa cassette dans son programme l'Europe contre le cancer. Sa conclusion, c'est remplacer la consommation de viande par du poisson, des céréales et des légumineuses. Et il conseille ni plus ni moins de supprimer le plus possible la consommation de viande. Je suis désolée. Vous ne citez pas bien. C'est remplacer une partie de votre consommation de viande par des légumes. Je suis désolée, ce n'est pas remplacer la consommation de viande. Madame, je vous invite à regarder à nouveau cette cassette. Vous l'avez mal écoutée. Madame, je suis désolée, je la connais très bien. Bon, il n'y a peut-être pas uniquement cet aspect-là. Je vous invite quand même à revoir la bibliographie qui est beaucoup plus documentée que cela. Ne soyons pas catégoriques si on a un doute. Moi, je voudrais revenir sur votre histoire. Ne soyons pas... Non, il ne faut pas laisser filer des trucs sur le cancer. Non. Non, l'émission se termine. Non, il ne faut pas laisser filer des choses. Le truc ex cathedra, madame. C'est ex cathedra. Et vous, quand vous dites la viande égale cancer, c'est pas bien, madame. C'est pas bien. Pourquoi la consommation excessive de cholestérol dans l'alimentation est-elle responsable de cancer? Parce qu'elle augmente la bêta-glucuronidase dans les selles, ce qui fait réagir. Elle dit que c'est pas vrai, ma voisine. Je suis désolée, il y a suffisamment mais ma voisine aussi, elle a désolée. Sur l'homme et l'animal et qui prouve le contraire. Madame est médecin nutritionniste depuis 30 ans, elle doit savoir de quoi elle parle, et je ne le défends pas. La médecine évolue à une vitesse telle que si dans 10 ans elles sont là toutes les deux, elles changeront d'avis l'une et l'autre. Il y a 10 ans, on disait le foie gras. Il y a 10 ans, on disait le foie gras, c'est le cholestérol tout pur. Maintenant, on dit c'est pas vrai, la graisse d'oiseau est proche de l'huile d'olive comme conception et pas dans la graisse animale. C'est une exception. C'est une exception. C'est possible, mais il y a 10 ans, vous ne le disiez pas. On ne manger du foie de veau à notre époque ou du foie de bovin, monsieur élève des bovins. On mange la viande de bovin, je veux bien encore, mais pas le foie. Parce que vous savez très bien tout ce que c'est dans un organe comme celui-là que se concentrent les hormones, les antibiotiques et toutes les grasses qu'on donne au bétail. D'accord, merci. Jean-Pierre Bisson, conclusion. Bon, ça m'intéressait au début, mais quand on a parlé des enfants, j'ai eu une pensée bête. Je pense que ce qui était important, c'est que tous les enfants mangent. Et ça, c'est une chose que j'ai pensé, parce qu'on me parlait comme ça. Il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas dans le monde. Puis j'avais une autre idée, quand même, c'est tous ces animaux qu'on mange. Si on ne les mange plus, on ne les verra plus. Ils seront en voie de disparition. Vous parliez du bœuf dans le champ. Les races naturelles sont en voie de disparition. Monsieur ne va pas élever des bœufs pour les regarder. On a supprimé la diversité génétique. Alors, je pense qu'il y aura une disparition d'espèces. Alors, je me demande si ce n'est pas dans l'histoire naturelle des choses comme ça. S'il n'y a plus de veau, il n'y aura plus de lait. Parce que les vaches, elles ne font pas du lait comme ça. Elles font du lait parce qu'elles ont un veau. Et s'il n'y a plus de veau, il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de fromage, il n'y a plus de beurre, il n'y a plus de crème. C'est pour ça que probablement au siècle prochain, on sera végétalien et non pas végétarien pour raison économique. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'on ne nourrit pas 10 milliards d'hommes comme on nous nourrissait 1 milliard au début du siècle. On est obligé de faire des économies, on est obligé de compter les calories qu'on investit. Madame a peut-être raison sur le fait que c'est intéressant d'être omnivore. Je ne dis pas le contraire. Et moi, j'aimerais bien rester ovo-lacto-végétarienne toute ma vie, mais je ne suis pas sûre que ce sera possible. Dans 20 ans, il faudra partager avec 5 milliards de personnes supplémentaires qui vont naître. Est-ce qu'on va les laisser crever de faim pour nourrir du bétail? C'est là le débat. Nourrir des hommes ou du bétail?
madame. Ne prenez pas leur vie en charge, ils produiront eux-mêmes. Mais j'espère bien qu'ils Ils ont le droit eux-mêmes de produire ce qu'ils ont envie de manger. Mais nous importons en provenance de ces pays-là le tiers des protéines que nous utilisons pour nourrir notre bétail et les 2 tiers des calories qui servent à nourrir notre bétail. Ça, ce sera l'occasion d'un autre débat. Ce que je voudrais quand même, c'est pouvoir aller dans les restaurants toujours, pas que je puisse plus y aller à cause des végétariens, et toujours aller dans les bars, parce qu'il serait interdit de fumer, par exemple. Parce qu'il n'y a jamais eu tant de gens qui ne fument pas, qui maintenant ils vont dans les bars. Alors maintenant on ne peut plus fumer. Après on peut appeler dans les restaurants parce que ça sera végétarien. Enfin c'est bizarre, quoi. Ça m'angoisse un peu, quoi. Il faut cesser de diviser les gens, il faut les réunir. Vous avez raison. Voilà. Oui, il faut cesser de diviser les gens dans l'espèce aussi. Merci de cette conclusion. On a des cadeaux pour la fête des mères. Ah, vous auriez dû me les donner avant. Des cadeaux pour la fête des mères, c'est des conseils que je vous donne. Mais lui mettez pas sous le nez comme ça, que ça veut dire. Pardon. Ah oui, non, c'est pas un cadeau pour la fête des mères, c'est une ignominie ce que vous êtes en train de me donner. Bien, je sais pas, sur la vivisection, les trucs. Cadeau pour la fête des mères. Je vais vous dire un truc, moi j'ai une mère, si je lui donne ça et qu'elle me le retourne dans la tronche, elle aura raison, hein, vous voyez. Jetez-le. Voilà. Publicité, on se retrouve tout de suite après pour le bloc-notes. Messieurs, le bloc-notes du mardi soir. Bien, nous allons commencer, Jean-Pierre Bisson, par comme de coutume, c'est-à-dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Je vais commencer par ce que vous aimez. Vous aimez la jubilation. Bon. Vous aimez les vrais rôles. Vous aimez les créations. Ce qui se fait rare. Les créations ou les vrais rôles? Les deux. Les deux. Vous aimez les enfants, les vôtres et ceux des autres. Vous aimez Michel Guy. Oui, enfin j'aimais. Vous le connaissiez? Non. Non, il est décédé. Il était ministre de la Culture et avant il dirigeait le Festival d'automne et c'est quelqu'un que j'adorais et qui avait donc la direction de la culture et qui créait des choses.